La gestion des risques dans l'entreprise est un élément extrêmement contextuel. Il est extrêmement difficile, voire dangereux, d'appliquer une gestion des risques ubi et orbi à toutes les entreprises avec la même stratégie. C'est d'abord un élément culturel. Certaines entreprises vont avoir un besoin dans leur politique, dans leur stratégie, d'une gestion extrêmement profonde des risques. Les entreprises plus entrepreneuriales vont devoir plutôt considérer le risque de ne rien faire comme le principal risque. Donc là aussi, la première des choses, c'est de considérer le risque comme une partie intégrante de la stratégie et de la culture. Encore une fois, copier une gestion des risques de quelqu'un d'autre ou d'un concurrent n'a aucun sens. Si je prends l'exemple de ma propre expérience, dans le cas d'Altran par exemple, nous avons fait face à une crise de cybersécurité. Dans le cas d'une attaque de cybersécurité, la gestion des risques amont est importante, évidemment, puisque nous avions plutôt opté pour une gestion des risques ou une protection de type ligne Maginot, c'est-à-dire des barrières de plus en plus épaisses, de plus en plus hautes. Il s'avère que ces protections se révèlent dans la durée relativement inefficaces. Un hacker va toujours finir par rentrer. Par conséquent, la véritable gestion des risques, ce n'est pas de se dire est-ce que quelqu'un va rentrer et comment je l'empêche, c'est plutôt de se dire à partir du moment où il est entré, comment je le détecte et qu'est-ce que je fais pour réagir. Donc, voilà un exemple où la gestion des risques, dans le cas d'Altran, ce n'était pas de se dire je veux empêcher le risque de se produire, on sait qu'il va se produire inévitablement, et surtout, la vraie question, c'est une fois qu'il s'est produit, qu'il est avéré, comment je vais réagir et comment j'organise l'entreprise pour y faire face. D'une façon générale, on constate que le risque en soi est un sujet qui doit être traité de manière transversale. C'est-à-dire que le risque, bien évidemment, doit être adressé par les en charge de la sécurité, mais aussi doit être traité comme une donnée de la même manière qu'une donnée d'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des plans de continuité, on peut en faire beaucoup. Le plan de continuité général de l'entreprise, c'est si le risque est avéré, comment l'entreprise va réagir. Et souvent, j'ai pu le constater, entre l'exercice de sécurité et la réalité de la sécurité, l'événement qui se produit, la différence, c'est le comportement des gens. Dans le cas de l'attaque qu'Altran a vécue, ou dans le cas d'ailleurs d'une attaque en bourse, puisque Altran a eu la mauvaise expérience d'être attaqué en bourse par des hedge funds, la véritable situation de risque, c'est que les gens sont tétanisés. Donc ce n'est plus un problème technique, ce n'est plus un problème de solution à mettre en place, c'est un problème de management. Et souvent, bien souvent, dans la gestion des risques, la partie conduite du management, conduite de la transformation, comment on comporte courageux, qui vont peut-être faire des bêtises d'ailleurs, des gens extrêmement inquiets qui ne vont plus rien faire. Donc, je pense que la gestion des risques de demain, avec les éléments nouveaux de gestion des risques liés à la cyber, ce n'est pas seulement d'avoir des plans de sécurité, c'est aussi d'avoir des plans de management. C'est comment on va faire en sorte, comment on va coacher, comment on va réussir à identifier les risques au sein même des dirigeants et comment on va être capable de l'adresser en temps réel. Ce n'est pas, encore une fois, des exercices uniquement, c'est de prendre en compte le risque humain comme un élément naturel. Donc, partir du principe qu'il y aura des gens qui vont paniquer, qu'il y aura des gens qui vont peut-être faire des actions qui vont... Je prends l'exemple de la cyber. Lorsqu'on a eu la chute, donc l'attaque cyber, on a fait tomber tous les systèmes de l'entreprise pour éviter que les clients soient contaminés. Un des risques qu'on a découvert, c'était que des gens chez nous, extrêmement pointus, extrêmement courageux, extrêmement entrepreneurs, avaient réussi à rebrancher le système localement. Ce qui est un énorme risque, puisque dans ce cas-là, ils ouvraient une brèche pour le virus. Donc, typiquement, je pense que la gestion des risques, bien sûr, doit être technique, doit être adressée par des gens dont c'est le métier, mais doit prendre en compte un facteur transverse qui est le facteur humain. Et par conséquent, il faut se mettre en situation de se dire, quel que soit le risque, ça peut être un risque de prise d'otage, ça peut être un risque cyber, ça peut être un risque boursier, ça peut être un risque humain, qu'est-ce que l'entreprise doit se mettre en place pour prendre en compte le comportement humain individuel. Voilà.
Donc ça, je pense, c'est un élément qui est souvent ignoré ou souvent maltraité. On l'a vu dans différentes situations avec des risques. On l'a vu chez Renault, on l'a vu dans des grandes entreprises où soudain un élément impacte l'entreprise, un élément inattendu par définition, un élément qu'aucune gestion des risques ne peut entrevoir. On ne peut pas imaginer chez Renault que le président de l'entreprise va se retrouver en prison, au Japon. Enfin bref, tous ces éléments-là, à mon avis, sont inutiles à identifier en amont. Je ne pense pas qu'on puisse les identifier en amont. En revanche, on peut se dire, devant un élément, quel qu'il soit, complètement exogène, complètement inattendu, comment l'entreprise doit-elle réagir au mieux? Donc, je pense que ces situations d'entreprise, encore une fois, on l'a vécu pour nos clients, on l'a vécu avec le tsunami au Japon, lorsqu'il y a effectivement sur la centrale nucléaire de Fukushima, on l'a vécu. Donc, on est dans une ère des méga risques, avec les réseaux sociaux, avec l'informatique mondialisée, avec bien évidemment des sujets de climat. On avance vers des problématiques de risque qui deviennent mondiales, qui dépassent très largement le cadre de l'entreprise. Et donc, le véritable enjeu du futur, c'est d'être capable, au niveau de chaque entreprise, de déterminer sa capacité à réagir. Voilà. Donc, je pense encore une fois que la gestion des risques, c'est culturel et que la dimension des risques qu'on absorbe aujourd'hui est sans commune mesure avec celle qu'on a absorbée il y a 20 ans, il y a 40 ans. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans un mélange des genres. Bien évidemment, la vie et la qualité de vie des employés est un élément central d'une entreprise, et sans parler de risque létal, le bien-être dans l'entreprise est un élément comme un autre de performance. Une entreprise où les employés se sentent mal par rapport à des compétiteurs va évidemment ne pas réussir. Cependant, l'entreprise ne doit pas mélanger son rôle. Je ne crois pas qu'il soit simple pour une entreprise de vouloir adresser des sujets qui dépassent l'entreprise. L'entreprise citoyenne, c'est un mot qui est très joli sur le papier. Il y a des lois, l'entreprise doit les respecter, mais je ne crois pas que l'entreprise doit se positionner dans un rôle qui n'est pas le sien, qui est celui des entreprises publiques ou qui est celui des pouvoirs publics. Donc, il faut évidemment, bien entendu, appliquer toutes les RSE, avoir une gestion de long terme, mais je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on l'a vu avec le Covid. Lorsque le mal externe, l'exemple du virus, arrive, ce qui compte dans l'entreprise, c'est sa solidité, sa capacité à faire face, sa trésorerie. Et ce sont des choses qui se gagnent dans la durée par une politique équilibrée, qui donne bien sûr sa part aux aspects sociétaux, mais qui met en priorité la survie de l'entreprise et de la communauté de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas tout sacrifier sur l'autel du bien-être et de ce qui est bien pour, je dirais, les éléments sociétaux. On doit surtout construire les fondamentaux et les fondations, sans parler d'hyper-profit. Le profit sert d'abord à payer les salaires, le profit sert d'abord à payer les investissements futurs, et le profit sert aussi à préparer les futures crises. Suite au Covid, alors bien sûr, il y a des secteurs qui sont attaqués de manière pratiquement insurmontable, comme le tourisme ou la restauration. Mais pour toute entreprise, je l'ai vu, au mois de mars, mes clients, mes amis, mes collègues, c'était combien de mois de trésorerie j'ai devant moi pour survivre. Donc je pense que la vertu du dirigeant, c'est de faire la synthèse de tous ces risques, d'être capable à la fois, bien sûr, de donner à ses employés un avenir, un sens et un bien-être. C'est bien évidemment que l'entreprise ait un rôle sociétal, parce que si l'entreprise se met en défaut par rapport à la loi, elle va mourir. Mais aussi et surtout, ne pas oublier que le but d'un dirigeant, c'est que son entreprise perdure, c'est que son entreprise soit solide et qu'elle offre un avenir à ses employés. Je ne crois pas qu'on puisse, et je pense que c'est un petit peu démagogique d'opposer le profit et le bien-être. Je pense par contre que le véritable cancer des entreprises aujourd'hui, c'est le court terme, qu'on oppose au long terme. Et ceci n'est pas uniquement le fait de dirigeants, c'est aussi le fait d'une société. Je pense que nous sommes tous coupables de la gestion du profit actuel des entreprises parce qu'on met sous pression des gens du court terme. Un problème doit être réglé immédiatement, la bourse doit réagir immédiatement, les médias demandent immédiatement des comptes sur beaucoup de sujets qui dépassent le stade uniquement du bien-être. Donc, moi, je pense que la principale chose à adresser, c'est son rapport au long et au court terme. Si vous êtes un dirigeant et que vous n'avez pas de notion des produits que vous vendez parce que vous êtes un dirigeant financier, vous êtes dans le court terme. Si vous êtes un dirigeant qui regarde son image en temps réel dans les médias,
vous êtes un dirigeant de court terme. Si vous voulez optimiser le quarter, vous êtes un dirigeant de court terme. Et je pense que ces dirigeants-là ne réussissent pas. Si on prend l'exemple des grands dirigeants qui ont traversé notre histoire, beaucoup souvent, hélas, américains, mais aussi beaucoup européens, ce sont des gens qui avaient une vision du marché, une vision du produit sur le long terme, une vision qui prenait le temps de construire une équipe, qui prenait le temps de construire une stratégie, qui ne se laissait pas, entre guillemets, manipuler par le court terme, par les médias. Donc je pense qu'aujourd'hui, la véritable solution, qui n'est évidemment pas simple, pour un dirigeant, c'est de suivre une ligne directrice qui est sa stratégie, qu'il a définie avec ses actionnaires, qu'il a définie avec ses équipes, qui est sur le long terme, qui va adapter aux événements, bien évidemment, mais qui ne va pas changer en permanence au gré du vent, et il ne va pas gérer le profit en court terme, sinon il ne peut plus investir. Le profit court terme, c'est le contraire de l'investissement. Or, l'investissement, c'est l'entreprise. Un dirigeant doit avoir un plan dans lequel il investit pour l'avenir, il prépare l'avenir. Donc je pense qu'encore une fois, opposer le profit à une bonne gestion, je dirais, de la relation des employés, etc., ce n'est pas exact. Un dirigeant qui va sur le long terme, il va protéger son équipe, protéger ses employés parce que c'est son asset, c'est ce qui permet de grandir. Il va protéger son profit parce que c'est ce qui protège son investissement et son futur. Il va protéger ses actionnaires parce qu'évidemment, s'il ne sait pas les traiter correctement, il ne va pas pouvoir continuer à attirer des capitaux. Donc, je pense que le dirigeant fait une synthèse sur le long terme. Et ce que vous évoquez dans votre question, c'est quand on n'est pas un dirigeant, et malheureusement, tout le monde n'est pas un dirigeant, et c'est là le choix complexe, quand l'actionnaire ne laisse pas le dirigeant opérer, le résultat, c'est effectivement qu'on n'investit plus, qu'on privilégie le quarterly, qu'on privilégie le gain rapide, le coût, et là, évidemment, presque inévitablement, on échoue. Je pense, je vais répondre de deux manières. Je vais répondre sur l'aspect qu'est-ce qu'on attend en général ou qu'est-ce qu'on espère d'un forum en général et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce forum en particulier. L'intérêt d'un forum, c'est d'abord d'échanger. C'est la notion d'échange, c'est le forum. Donc, la première des choses, effectivement, c'est de privilégier la possibilité, lorsque dans ce genre d'événement, d'échanger avec des pairs, des concurrents, des clients. Donc ça, c'est l'aspect forum. Après, je pense qu'aujourd'hui, si j'avais une attente du prochain forum, c'est que nous vivons un monde qui est devenu très incertain. Je pense que c'est une évidence, ce n'est pas très original de le dire, mais je crois que les dirigeants, avant même qu'on parle du Covid, avant même qu'on parle de ces méga risques, étaient déjà pris dans un monde où les compétiteurs arrivent de l'extérieur, où le risque devient extrêmement fort sur des sujets qui avant ne l'étaient pas, comme les systèmes informatiques. Donc, je pense que la première des choses qu'attendent les gens qui vont venir dans cet environnement, c'est d'avoir des benchmarks, de se dire comment font les autres, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marche pas, où sont les risques que je n'ai pas vus, quels sont les thèmes que je n'ai peut-être pas abordés. Donc, je crois que c'est le questionnement, c'est un début de réponse à des questionnements sur est-ce que je suis dans la bonne voie, est-ce que le chemin que je mène a déjà été emprunté et est-ce qu'il conduit à des succès ou à des échecs. Donc, je crois qu'aujourd'hui, plus qu'avant, je pense qu'avant, les gens cherchaient probablement plus, OK, je suis là, je vais avancer, qu'est-ce qu'on me propose de nouveau? Je pense que c'est moins vrai. Je pense qu'aujourd'hui, les gens se disent plus, ou les dirigeants se disent plus, est-ce que j'ai bien vu les problèmes? Est-ce que je suis pas en train de me planter? Voilà. Donc, c'est à mon avis, en répondant à cette question-là, que le WPF peut répondre vraiment aux attentes des dirigeants, selon moi.